C'est une belle courge, hein. Salut bande de loups. Bon, malgré la présence de cette belle courge, aujourd'hui pas trop de fioritures, de galéjades ou de vannes en tout genre, parce qu'on va s'attaquer à un gros morceau de la fantaisie animale. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle cette vidéo arrive aussi tard. Je voulais vraiment faire les choses bien parce que je sais que parmi vous, il y a des fans de la première heure, et on le sait tous, un fan c'est exigeant. Ah, il s'est cassé la gueule. Bah alors Pépère, pourquoi tu te casses la tronche? C'est ma belle courge qui t'embête? C'est super bizarre de dire ça comme ça. Faut savoir qu'on s'attaque ici à une série qui fête bientôt ses 15 ans d'existence. Le premier tome est sorti en janvier 2003 aux États-Unis, 2 ans plus tard en France, et pour ce qui est du rythme de parution, on est à environ 2 à 3 livres par an. Du coup, si vous aimez bien le genre, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté. Par contre, si c'est le cas, installez-vous confortablement, prenez-vous le petit pumpkin spice latte qui fait plaisir, le petit plaid qui va bien, et surtout ouvrez grand les écoutilles parce qu'on est parti pour une review de la grande saga littéraire d'Erin Hunter, La Guerre des Clans. Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais le nom Erin Hunter ne désigne pas une seule autrice, mais bel et bien 6 femmes différentes. Autrice ou auteur, c'est vous qui voyez. Victoria Holmes et Cherry Bardry ont par exemple toutes les deux grandi à la ferme, entourées d'animaux, dont des chats. Kate Carey, elle, a reçu son premier chaton à l'âge de 6 ans, et elle n'a jamais vécu sans chat depuis. Thuy Sutherland avoue être beaucoup plus branchée chien, mais ça l'empêche pas d'aimer les félins. Pour ce qui est de Gillian Phillippe, elle vit actuellement avec 3 chiens, et Inbali Lazers se faisait même appeler The Cat Lady lorsqu'elle était ado. Bref, on a affaire à des passionnés des animaux, et d'ailleurs quand on lit le résultat de leur travail, on s'en rend compte encore mieux. Pour éviter de vous spoiler la série complète, je vais me contenter de vous donner des petits détails concernant le premier cycle de la série La Guerre des Clans, mais comme il est compliqué de faire une analyse détaillée sans vraiment spoiler la série, eh bien n'hésitez pas à couper le son ou à sauter les passages où vous pourrez apercevoir ce logo. Petit coucou à l'équipe de The Grand Est dont j'ai entièrement repompé l'idée. Salut Sylvain! Dans ce premier cycle, on va faire la connaissance de Rusty, qui est un jeune chaton domestique, qui a donc vécu ses premières lunes en compagnie d'humains, mais qui s'est toujours au fond de lui senti chat sauvage. D'ailleurs, une nuit, il va se mettre à rêver qu'il est en train de chasser dans les bois, et dès le réveil, ça va lui donner une folle envie de s'engouffrer dans la forêt pas loin de chez lui. À peine arrivé dans la forêt, il va faire la rencontre de Nuage Gris, qui est un jeune chaton sauvage, et celui-ci va le défier au combat. Mais heureusement pour lui, Rusty ne va pas se défiler, et va même se révéler être un adversaire assez redoutable au combat face à Nuage Gris. Il va alors raconter à Rusty comment se passe sa vie de chat sauvage, ce qui va lui donner une folle envie de le rejoindre, et c'est à ce moment-là que 2 autres chats sauvages le rejoignent, à savoir Cœur de Lion et Étoile Bleue, qui font tous les deux partie du clan du Tonnerre, le clan dont Nuage Gris fait partie. Et Étoile Bleue a d'ailleurs tellement aimé ce qu'elle a vu qu'elle va proposer à Rusty de rejoindre le clan du Tonnerre, ce que Rusty fera dès le lendemain. Le premier tome de la série va poser les bases de la vie de clan, mais attention, je parle vraiment de la vie de clan uniquement. Perso, j'ai l'impression que pour s'imprégner vraiment de l'histoire, il faut avoir lu tous les livres du premier cycle. Si on n'en lit qu'un seul, on n'a pas vraiment toute l'essence, on ne connaît pas encore toute l'histoire des clans, et de toute façon, pour connaître véritablement l'histoire des clans et comment ceux-ci se sont formés, mieux vaut se référer au guide illustré. Dans un sens, on peut s'identifier à Rusty, parce qu'on va découvrir la vie de clan en même temps que lui finalement, et donc quand je parle de vie de clan, ça peut être les histoires passées, les drames familiaux, les complots. D'ailleurs, en parlant de complots, la différence, c'est qu'on va se rendre compte de l'évidence un petit peu plus rapidement que lui, ça on va pas se leurrer. Alors un clan de chats sauvages, ça fonctionne comment? Il faut savoir que tous les chats de la forêt qui appartiennent à un clan respectent un seul et unique code, qui s'appelle le code du guerrier, et il y a intérêt à le respecter. Manquer au règlement, c'est trahir la confiance de son propre clan, et c'est aussi, plus gravement, compromettre sa place au sein du clan des étoiles, qui est en gros une sorte de paradis pour les chats, mais plus précisément, c'est là qu'un chat de clan va après sa mort, sauf s'il a commis des gros impairs dans sa vie. Le code du guerrier est donc un ensemble de règles qui régit la vie des chats de clan, et ça leur permet en fait de vivre en harmonie, sachant que ce sont 4 clans ennemis qui se partagent une forêt, et entre eux, ça leur permet également de pouvoir survivre dans la forêt et d'adopter une certaine hiérarchie. Bon, bien sûr, on va pas en parler ici, hein, sinon la vidéo durerait 3 siècles et demi, mais je vous laisse découvrir tout ça dans les livres. Il existe 4 clans dans la forêt. Oui, ma belle courge, 4. Le tonnerre, le vent, la rivière et l'ombre, et tous les 4 sont structurés de la même manière.
Première étape, juste après la naissance, un chat passe les premières, ou plutôt les 6 premières lunes de sa vie, dans la pouponnière auprès de sa mère, sachant qu'une lune, pour un humain, c'est un mois. Lorsqu'il est considéré comme suffisamment vaillant pour débuter son entraînement, on le confie à un guerrier qui va en faire son apprenti et qui va l'entraîner jusqu'à ce que celui-ci soit éligible au titre de guerrier lui-même. Et c'est là que le bordel commence. Le nom des chatons change et devient nuage. D'ailleurs, on explique dans le guide illustré que si on utilise ce terme, c'est pour symboliser la transformation, l'évolution du chaton jusqu'à ce qu'il devienne un guerrier. Parce que les nuages, ça change de forme. Dès que le mentor estime qu'il est temps pour l'apprenti de devenir guerrier, il doit obtenir l'approbation du chef de clan pour que celui-ci organise son baptême et donne enfin à l'apprenti son propre nom de guerrier. Les guerriers sont ceux qui défendent leur clan au combat, que ce soit contre des membres de clans adverses ou contre des ennemis naturels comme les chiens ou les blaireaux. Ils partent en patrouille sur ordre de leur lieutenant pour pouvoir assurer la sécurité des leurs, mais peuvent également partir à la chasse pour remplir le garde-manger du clan. Et s'ils se sont montrés suffisamment doués dans leur rôle, on leur confie alors un apprenti afin qu'ils puissent enseigner tout ce qu'ils savent à ceux qui vont leur succéder plus tard. D'ailleurs, en parlant de succession, il faut noter que les femelles pleines et qui sont donc prêtes à mettre bas deviennent des reines et resteront donc dans la pouponnière jusqu'à ce qu'elles soient à nouveau en état de combattre et redeviennent guerrières. Au-dessus du rang de guerrier, il y a le rang de lieutenant. C'est lui qui va superviser l'entraînement des apprentis, qui va également décider de qui part en patrouille et qui part à la chasse. Pour être nommé lieutenant, c'est la règle, selon le code du guerrier, il faut déjà avoir eu un apprenti sous son aile. Et il faut également avoir prouvé son courage, sa bravoure, sa ténacité au combat, mais aussi son grand sens des responsabilités, parce qu'en cas d'absence du chef de clan à une assemblée, eh bien c'est lui qui le remplace. Du coup, vous vous en doutez bien, le rang de chef de clan, c'est le rang suprême, c'est lui qui va donc, comme je vous l'ai dit, nommer son lieutenant, il va nommer les guerriers, nommer les apprentis, il va représenter son propre clan, bien sûr, lors des assemblées, et va aussi faire les appels au rassemblement, donc les espèces de petites réunions au sein du clan. D'ailleurs, devenir chef de clan, c'est pas évident. La passation de pouvoir se fait directement auprès du clan des étoiles, et pour ça, le chef en devenir, avec son guérisseur, va devoir se rendre jusqu'à la pierre de lune, sur laquelle le chef en devenir seul va devoir s'allonger pour pouvoir partager les rêves des chats défunts. À l'issue de la cérémonie, le nouveau chef reçoit 9 vies, qui vont lui permettre d'assurer la pérennité de son règne, et à chaque fois qu'il en perdra une, il rentrera dans une espèce de transe curative avant de pouvoir revenir à lui. Ah ouais, la guerre des clans, c'est une série de fantasy, faut pas l'oublier. En parlant des guérisseurs, ceux-ci sont comme des espèces de médecins de village pour les chats de clan. Ils soignent les malades, les blessés, ils en connaissent un rayon sur les plantes médicinales, et ils ont même une petite particularité puisqu'ils peuvent recevoir des flashs, des visions, des prophéties de la part du clan des étoiles. Ce sont des espèces de rêves un petit peu flous, donc il faut toujours décoder leur signification, mais avec un petit peu de jotte, c'est très utile. Et on termine avec les anciens, qui sont tout simplement les retraités, les chefs et même les guerriers, surtout de clans, qui ne sont plus aptes au combat, ils sont dans leur tanière, ce sont eux qu'on nourrit en premier, et leur principale utilité, si vraiment ils en ont une, au-delà d'être en paix tout simplement, c'est de raconter des histoires aux jeunes chatons turbulents pour pouvoir les faire rêver et leur donner le goût de l'aventure. Bon voilà, je sais, c'est un gros morceau, mais au moins comme ça vous savez comment les chats et surtout les clans fonctionnent. C'est un peu un passage obligé parce que dans chaque livre, vous avez une très grande partie de la narration qui est consacrée à la vie dans le clan et aux relations entre les clans ennemis. Donc si on comprend pas, comment vous dire, ça va être assez compliqué de suivre la narration. Non, et attendez, c'est pas possible, comment vous dire. Parler des personnages de la guerre des clans, c'est un peu comme si je tentais de vous résumer 45 saisons des Feux de l'amour en moins de 10 minutes. Ouais, non, c'est mission impossible. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de découvrir les personnages au fur et à mesure de la narration, au fur et à mesure des épisodes, des bouquins, tout ça, parce que c'est vraiment le seul moyen de pouvoir appréhender les personnages, de pouvoir faire connaissance avec eux. Il y a tellement de personnages dans la guerre des clans, comment vous dire. Et puis en plus ils changent tous de nom, donc c'est juste un gros bordel. On va donc parler de tous les tomes de la saga, je vous ai déjà parlé du premier, donc n'oubliez pas le symbole alerte spoiler, parce que
c'est pas possible de vous faire des descriptions, de vous résumer, de vous dire ce que j'ai pensé de chaque livre sans vous donner des détails clés de l'histoire, donc n'hésitez pas à sauter les passages ou à couper le son. Dans ce tome 2, on va retrouver Cœur de Feu et Plume Grise qui ont été fraîchement nommés guerriers à la suite des événements du tome 1. Et ceux-ci vont vous retrouver avec une mission très importante, à savoir retrouver le clan du vent qui a été chassé de son propre territoire par le clan de l'ombre quelque temps auparavant. Tous deux vont y parvenir avec succès, et suite à cela, ils vont se retrouver avec un apprenti chacun, Nuage de Fougère pour Plume Grise et Nuage Cendré pour Cœur de Feu. C'est quelque temps plus tard qu'une micro-couille va faire son apparition dans le potage, si vous me permettez l'expression. Plume Grise va en effet s'éprendre de Rivière d'Argent, une chatte d'un clan ennemi, le clan de la Rivière. Il est tombé amoureux d'elle parce qu'elle l'a sauvé suite à une petite escapade dans la rivière qui a failli mal se finir. Cœur de Feu va le découvrir et son amitié avec Plume Grise va sérieusement en pâtir. Bon, imaginez quand même, un chat aussi loyal envers son clan que Cœur de Feu, qui découvre que son meilleur ami est en train de flirter avec l'ennemi, c'est sûr il voit rouge. S'ajoute à tout cela l'arrivée de Petit Nuage dans la tribu, Petit Nuage qui n'est autre que le fils de Princesse, la sœur domestique de Cœur de Feu. Ah bah du coup avec un chat domestique de plus dans la forêt, il y a un remue-ménage hein. Ce que je peux affirmer concernant ce deuxième tome, c'est qu'il y a beaucoup de détails, beaucoup de personnages, beaucoup d'événements, et on peut peut-être se sentir un petit peu perdu dans la narration de temps en temps. Mais ce qui est génial, c'est qu'Erin Hunter a pensé à insérer des petits rappels narratifs dans le livre au fur et à mesure. Si vous êtes un petit peu perdu, eh bien vous en faites pas, on vous réexplique ce qu'il s'est passé dans le tome 1, et ça c'est relativement cool. J'active les warnings, on progresse dans l'histoire, et donc il va y avoir de plus en plus de détails qui vont nous être révélés, nous permettre de comprendre certaines choses que nous ne pouvions pas encore comprendre dans les tomes précédents. Du coup, ça va spoiler à mort, donc n'hésitez pas à couper ce passage ou même juste couper le son. Dans ce troisième tome, Cœur de Feu va se poser de plus en plus de questions concernant la mort d'un personnage qui n'existe plus malheureusement, qui a été tué au tout début du premier tome, à savoir Plume Rousse, l'ancien lieutenant du clan du Tonnerre. Pour vous faire un bref résumé de l'affaire, Griffe de Tigre, qui est un guerrier du clan du Tonnerre, affirme avoir tué celui qui a assassiné Plume Rousse, à savoir Cœur de Chêne, le lieutenant du clan de la Rivière. Sauf qu'à l'époque, Nuage de Jet, qui était apprenti dans le clan du Tonnerre, a vu ce qui s'est réellement passé, et Cœur de Chêne n'a pas tué Plume Rousse puisque lui a trouvé la mort dans un éboulement de rocher. Et ça, c'est sa fille qui le confirme à Cœur de Feu un peu plus tard dans l'histoire. En réalité, le responsable de la mort de Plume Rousse, c'est Griffe de Tigre en personne. Le problème, c'est que Griffe de Tigre s'est bien rendu compte que Nuage de Jet était dans les parages, et pour éviter que son ami ne court quelconque danger, eh bien Nuage de Feu, donc Cœur de Feu à l'époque où il était apprenti, s'est organisé afin de pouvoir mettre en sûreté Nuage de Jet en dehors du clan, et l'a donc forcé à quitter le clan du Tonnerre. En quelque sorte. À côté de ça, petit détail qui deviendra grand par la suite, on apprend que les petits de Lac de Givre, qui est une reine du clan de la Rivière, ne sont en réalité pas ces petits, mais qu'ils viennent d'un autre clan, à savoir celui du Tonnerre. Et comme il se passe encore plein de choses, on apprend également que Plume Grise et Rivière d'Argent vont avoir des petits. Autant vous dire que Cœur de Feu, il est en PLS là. Mais ce qui est encore moins drôle, c'est la mort de Rivière d'Argent lorsqu'elle met bas un petit peu plus tard dans le récit. Et comme si ça ne suffisait pas, le grand événement de ce troisième tome, c'est l'attaque du clan du Tonnerre par une horde de chats errants, qui sont en réalité les anciens membres, les anciens acolytes en fait, de Plume Brisée, qui est l'ancien meneur du clan de l'ombre, qui a été destitué à cause de sa trop grande cruauté. On découvre en réalité que ces chats sont menés en réalité par Griffe de Tigre, qui dans son élan de pouvoir, dans sa soif de pouvoir, dans sa quête de pouvoir même, s'en prend à son propre chef Étoile Bleue, mais il en est empêché par Cœur de Feu dans un élan héroïque, tandis que le reste des chats errants est chassé du territoire par le clan de la Rivière. Ce troisième tome s'achève donc avec l'exil de Griffe de Tigre qui a trahi les siens et qui se fait abandonner par tout le monde. Cœur de Feu est alors choisi comme nouveau lieutenant du clan du Tonnerre, mais Plume Grise, à cause de ses petits nés dans le clan de la Rivière, doit changer de camp et rejoindre le clan de la Rivière, justement. Alors là, ce troisième tome,
c'est mon tome préféré, c'est un avis très personnel bien sûr, mais c'est mon tome préféré de ce premier cycle. On va de surprise en surprise, il y a, et vous l'avez remarqué pendant que je vous donnais les explications, il y a une tonne d'événements qui se déroulent, c'est une explosion de révélations, d'actions, on s'ennuie pas une seule seconde, et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on ressent très bien, très nettement les émotions des personnages. La séparation de Cœur de Feu et Plume Grise, parce que celui-ci doit rejoindre ses petits dans le clan de la rivière, est très douloureuse, et on ressent cette peine, elle est très bien formulée, et ça pour le coup, chapeau. Par contre, résumer ce troisième tome sans spoiler, c'est juste mission impossible, donc j'espère que vous avez bien coupé le son. Pour le tome 3, je vous ai pondu un bon paquet de spoilers, donc je vais essayer de vous en raconter un petit peu moins pour la suite, mais je vous promets rien. On retrouve donc un Cœur de Feu tout perdu depuis sa nomination en tant que lieutenant, ses premiers pas dans cette nouvelle fonction sont assez laborieux, mais ils le sont d'autant plus à cause d'Étoile Bleue qui est totalement paumée depuis la trahison de Griffe de Tigre. Elle est tellement dégoûtée qu'elle refuse d'assumer ses fonctions de chef, et c'est malheureusement notre pauvre héros qui va devoir assurer l'intérim. En plus de ça, son neveu, Nuage de Neige, donc Petit Nuage dans les tomes précédents, est une vraie catastrophe. Il refuse de croire ou de respecter le code du guerrier, il s'en fout mais complètement, si bien qu'il va même aller jusqu'à se faire nourrir par des pipèdes. Le gars n'a rien compris. Ce que Cœur de Feu comprend, lui, c'est que la soif de pouvoir de Griffe de Tigre n'en a pas fini de causer du tort à son clan. Et sachant qu'il lui a promis de détruire les membres du clan du Tonnerre un à un, il y a de quoi s'inquiéter. Dans le tome précédent, si vous vous souvenez bien, la grande menace était l'attaque des chats errants, mais dans ce quatrième tome, la menace vient de l'environnement. Le temps est très chaud, très sec, si bien qu'il crée un feu de forêt dévastateur qui va carrément, et purement et simplement, carboniser la forêt. La plupart des chats du clan du Tonnerre vont réussir à échapper aux flammes grâce au courage de Cœur de Feu, mais aussi à celui de la guérisseuse Croc Jaune, et également grâce au clan de la Rivière qui va accepter les membres du clan du Tonnerre sur son territoire le temps que l'incendie s'éteigne. Et attention, alerte spoiler, je ne peux pas continuer le résumé sans vous donner des tonnes de révélations, donc coupez le son si vous ne voulez pas les entendre. Certains ont malheureusement succombé, c'est notamment le cas de la guérisseuse du clan du Tonnerre, Croc Jaune, qui juste avant de mourir révèle à Cœur de Feu que c'est elle qui a tué Plume Brisée, l'ancien meneur du clan de l'ombre, en lui donnant des baies empoisonnées afin de l'empêcher de nuire à nouveau. Notamment, je vous rappelle, l'attaque des chats errants, c'était également sa faute. C'est un geste d'autant plus surprenant de la part d'une guérisseuse qu'il s'agissait en réalité de son propre fils. Étoile Bleue de son côté est toujours en total PLS, sa parano devient de plus en plus grande et elle refuse même de se rendre à la prochaine assemblée des clans, si bien que c'est le lieutenant Cœur de Feu qui va devoir assurer l'intérim à nouveau. C'est l'occasion donc pour lui, pour les membres de son clan et pour le lecteur accessoirement de découvrir qui succède à Étoile Noire en tant que chef du clan de l'ombre, et les mâchoires commencent à tomber lorsque tout le monde se rend compte que ce nouveau chef en question, c'est Griffe de Tigre en personne. Alors ce tome 4, c'est comme une espèce de passage à l'âge adulte pour Cœur de Feu qui donc devient lieutenant, et on a beaucoup de compassion pour lui parce qu'il se retrouve à devoir assumer des tâches de chef alors qu'il n'est que lieutenant. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous dire à quel point j'ai été frustré par le personnage d'Étoile Bleue, qui, alors que je l'ai adoré dans les premiers tomes, est une chatte vaillante, guerrière, qui a du caractère, se retrouve à être une véritable chiffre-molle, même pas une chiffre-molle en fait, c'est même pas qu'elle a peur, c'est qu'elle ne sert à rien. J'ai jamais vu une PLS pareille dans un personnage de littérature, clairement. Par contre, pour ce qui est du récit, c'est toujours aussi bien mené, bien ficelé. Griffe de Tigre ne se cache même plus, on voit bien sa facette de chat haineux. Du coup, on peut se permettre de le détester à fond les ballons, on n'a plus de doute permis, et ça, c'est vachement cool. Alors on l'a vu au fur et à mesure des tomes, on a d'abord les histoires de clans qui surviennent, et vers la fin du livre, on a vraiment la grande menace, et on commence d'entrée de jeu avec ça. Ici, c'est un groupe de chiens féroces qui est parvenu à s'échapper de la cabane du bûcheron sur le territoire du clan du Tonnerre et qui rôde dangereusement dans la forêt. Museau Cendré, qui est la nouvelle guérisseuse du clan du Tonnerre depuis la mort de Croc Jaune, elle est au courant de la présence de ces chiens et elle tente de prévenir Cœur de Feu, qui lui n'y voit qu'une
menace minime, elle n'a pas vraiment envie de la croire, sachant qu'il a d'autres problèmes à régler, mais au final il va devoir se rendre à l'évidence, car finalement, si Muso Cendré est au courant de la présence de ces chiens, c'est parce que le clan des étoiles l'a prévenu dans un rêve. Du côté d'Étoile Bleue, on est toujours en total PLS, elle pense que le clan des étoiles l'a totalement abandonné, et elle décide donc, pour se venger, de ne nommer qu'un seul guerrier du clan du tonnerre, à savoir le neveu de Cœur de Feu, Nuage de Neige, qui devient donc Flocon de Neige. Autant vous dire que les deux autres apprentis qui eux aussi voulaient devenir guerriers, sont pas contents. Pour prouver leur valeur, ils décident donc de partir à la recherche de ce mal inconnu qui dévore le gibier du clan du tonnerre. Grand mal leur en a pris puisque l'un des deux, à savoir Nuage Agile, meurt déchiqueté par les chiens. L'autre apprenti a la chance d'en réchapper, mais malheureusement perd un œil dans la bataille. Il s'agit de Nuage Blanc, qui pour le coup subit également les foudres d'Étoile Bleue, comment vous dire. Je la déteste de plus en plus, cette chef. Pourquoi? Parce qu'elle décide de renommer Nuage Blanc en lui donnant un nom de pseudo-guerrière, sachant que de toute manière, elle ne survivra pas, et elle décide de la renommer Sans Visage. Ah bah ça c'est sûr, hein, ça va lui donner grave envie de se battre pour son clan, de la nommer Sans Visage. D'ailleurs, elle en a pas fini de faire des siennes, puisqu'elle va jusqu'à accuser le clan du vent d'être responsable du vol de gibier sur le territoire du clan du tonnerre. On l'a perdu, mais vraiment quoi. Évidemment, tout le monde sait que c'est faux, et pour éviter une guerre, Cœur de Feu décide d'aller à l'encontre des décisions de son chef, et d'aller parler directement à Étoile Filante, le chef du clan du vent, pour le tenir au courant de ce qu'il se passe, et décide d'organiser une rencontre entre Étoile Bleue et Étoile Filante pour éviter les dégâts. Évidemment, Étoile Bleue, parano comme elle est, voit en ça un mouvement de trahison, et décide de ne plus faire confiance à Cœur de Feu. Bon, autant vous dire que j'en peux plus d'Étoile Bleue, mais la suite va me réconcilier avec elle, donc attention aux spoilers. Le tome se termine avec Étoile du Tigre qui décide de tuer des lapins pour guider les chiens vers le camp du tonnerre et y faire un carnage. Le plan est déjoué bien sûr par Cœur de Feu qui élabore un système de relais afin de pouvoir guider les chiens vers le précipice au niveau des gorges de la rivière qui sépare le territoire du tonnerre et le camp de la rivière. Étoile du Tigre va se griller tout seul en voulant rattraper Cœur de Feu pour le maintenir au sol et le faire déchiqueter par la meute. Mais c'est Étoile Bleue qui, en véritable héroïne, va réussir à sauver son lieutenant en poussant le chef de la meute dans les gorges. Elle sera sortie des eaux peu de temps après par Cœur de Feu et deux autres chats dont je vais taire les noms pour éviter de trop en dire, je pense que côté spoiler, il y a déjà la masse. Étoile Bleue finit enfin par reconnaître ses erreurs, mais c'est trop tard. Elle n'a que le temps de nommer Cœur de Feu nouveau chef du clan du tonnerre, puis meurt d'épuisement. Alors là, c'est vraiment super dur de tout résumer parce que en termes d'histoire, je pense que ce tome 5 est vraiment le tome le plus important dans l'histoire de la vie de Cœur de Feu. Ce que je peux vous dire, c'est que l'émotion, elle est vraiment présente, et c'est d'ailleurs le premier livre qui parvient à me tirer une petite larmichette, alors que je n'avais encore jamais pleuré en lisant un livre avant, quoi. Il n'y a pas de baisse de rythme, les événements s'enchaînent avec toujours autant de fluidité, et ce que j'aime, au-delà de la menace de la meute, c'est cette petite touche de drame familial qui vient surplomber l'ensemble, quoi. C'est un peu la cherry on the cake, quoi, clairement. Ça vient vous prendre aux tripes, ça rajoute encore plus d'émotion, et franchement c'est plaisant. Alors étrangement, ce dernier tome me fait un peu penser à la série Game of Thrones, dans le sens où ce n'est pas ce dernier tome qui va... en fait, il va plus poser les bases du prochain cycle que nous donner des révélations de ouf gueudin que l'on a eu déjà dans le tome 5, donc c'est un peu le syndrome de l'épisode 9 dans Game of Thrones si vous avez déjà regardé la série. Le tome commence par le baptême d'Étoile de Feu, qui va donc devenir chef de son clan et recevoir ses 9 vies. Il voyage jusqu'à la Pierre de Lune, et chaque fois qu'il reçoit une nouvelle vie, une grande douleur s'empare de lui, et nous on souffre en même temps que lui, ça c'est peu dire. En plus de ça, la cérémonie s'arrête brusquement avec l'apparition d'un immense tas d'os, un gros tas d'ossements, par lequel s'écoule une rivière de sang poisseux. C'est une prophétie qui frappe de plein fouet Étoile de Feu, et comment vous dire,
on est moyennement serein quand on lit ça. Étoile Bleue, qui fait donc maintenant partie du clan des étoiles, prévient Étoile de Feu que 4 clans, ou plutôt des 4 clans, il n'en restera plus que 2, et que le sang régnera sur la forêt. Bonne ambiance. Cette idée d'union vient en fait d'Étoile du Tigre, qui propose aux chefs et des autres clans d'oublier cette idée ancestrale de présence de 4 clans pour régner sur la forêt, pour pouvoir les fusionner et n'avoir qu'un seul clan, celui du Tigre. Plusieurs jours s'écoulent et au final, il n'y a qu'un seul clan qui est intéressé par la proposition d'Étoile du Tigre. C'est le clan de la Rivière mené par Étoile du Léopard. Les 2 clans fusionnent donc et deviennent le clan du Tigre. Les clans du Tonnerre et du Vent sont formels, ils refusent catégoriquement la proposition d'Étoile du Tigre et se préparent au combat. Ils fusionnent donc leurs 2 clans et deviennent le clan du Lion pour affronter le clan du Tigre, et c'est ainsi que la prophétie se réalise. Lion et Tigre vont s'affronter. Et c'est à ce moment-là que débarque un autre clan en plein milieu du champ de bataille, le clan du sang, dont on avait déjà entendu parler au tout début du tome 6, lorsqu'Étoile du Tigre décide de former une alliance avec le chef du clan du sang, Fléau. À l'apparition du clan du sang sur le champ de bataille, Étoile du Tigre leur ordonne d'attaquer pour pouvoir se débarrasser enfin de ses ennemis, et c'est à ce moment-là que moi je me suis beaucoup marré. Personne n'obéit à Étoile du Tigre, ce qui est d'ailleurs très très jouissif, et lorsque celui-ci commence à s'énerver contre Fléau en le traitant de traître, tout bascule. Fléau ne se laisse pas démonter, il explique à Étoile du Tigre que personne ne donne d'ordre à son clan, c'est lui le chef, personne d'autre, et à partir du moment où Étoile du Tigre se jette sur lui, eh bien la fausse bonne idée du siècle apparaît aux yeux du lecteur. Fléau se retourne, plante ses griffes dans le poitrail d'Étoile du Tigre, l'éventre et lui fait perdre ses 9 vies d'un coup. Finalement, c'est contre le clan du sang que les chats de la forêt vont devoir se battre, la grande bataille éclate, et à l'issue donc de cette bataille, dont je vais vous taire les détails, faut bien que vous puissiez découvrir des choses par vous-même, eh bien la forêt l'emporte, non sans perte. Tornade Blanche, le lieutenant du clan du Tonnerre, succombe à ses blessures, mais juste avant de mourir, il demande à Étoile de Feu de nommer un nouveau lieutenant, Plume Grise, son ami de toujours, car c'est, selon lui, son destin que de devenir lieutenant du clan du Tonnerre. À la fin de la bataille, les clans redeviennent 4 et chacun retrouve sa place. Alors, je pense que j'en ai dit beaucoup et pas assez à la fois, mais clairement, je crois que dans ce tome, la guerre des clans n'a jamais aussi bien porté son nom. On a vraiment une bonne scène de guerre avec toute l'action qui va avec. Le petit bémol néanmoins, ça concerne la mort d'Étoile du Tigre. Elle est aussi tragique que son personnage est détestable, mais d'un autre côté, je me suis dit, j'ai tellement détesté ce personnage tout au long du cycle, le fait qu'il meure de cette façon, éventré à en perdre ses 9 vies d'un coup, ça me laisse un goût amer dans la bouche au final, parce que autant c'est jouissif, parce qu'on avait vraiment envie de le voir mourir, mais de cette manière-là, je me dis, est-ce que c'est pas un peu rapide, un peu simple de se débarrasser de lui? On verra par la suite, si on entend encore parler de lui, bien sûr. Alors au final, qu'est-ce que je pense de ce premier cycle? Pour commencer, j'ai vraiment adoré ma lecture, très clairement, j'ai hâte de lire la suite, même si je pense que je vais me prendre une petite pause, on va se calmer, parce que dans un cycle, il y a quand même 6 bouquins, et moi, j'ai pas encore ce rythme de lecture. Perso, j'aime bien cette structure narrative qui consiste à nous expliquer un petit peu la vie du clan, enfin, pas nous l'expliquer, mais nous la raconter, quoique il y a des explications aussi, on revient en arrière, où on nous raconte des anecdotes, où la vie du clan suit son cours, tout simplement. Et à la fin, vous avez la grande action, la grande menace, comme je l'appelle, qui débarque et qui occupe toute la fin du livre. Le problème, c'est que la fin du livre, en général, c'est 1, 2, ou voire 3 chapitres, mais c'est relativement court, quoi. C'est vraiment toute une préparation pour arriver à ces quelques pages où il va se passer beaucoup de choses, notamment des événements clés. J'aurais vraiment aimé que ces passages-là soient un peu plus longs, mais bon, on va pas se plaindre. Clairement, c'est bien mené, c'est bien écrit, les rappels narratifs sont très utiles, il y a beaucoup de personnages certes, mais en début d'ouvrage, vous avez toujours une explication de qui est qui, avec les noms qui ont changé entre-temps, etc. Donc franchement, ça c'est convaincant. Donc perso, je suis vraiment amoureux de cette saga. Comme je l'ai dit, je vais prendre un petit temps de repos pour commencer le deuxième cycle, dont j'ai d'ailleurs le premier tome qui se trouve ici, qui s'appelle Minuit. Je vous en reparle
prochainement. Dites-moi d'ailleurs les amis si vous avez envie que je vous fasse une review de tout le cycle 2. Lorsque je l'aurai terminé évidemment, donc ça va pas venir tout de suite, hein, clairement, je me répète mais je tiens à le dire, ne vous attendez pas à ce que je vous fasse une review complète du deuxième cycle tout de suite, mais voilà, j'ai le premier ouvrage, je pourrais le lire comme ça entre deux autres ouvrages. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite review dans un update lecture, mais ça se mélangera à d'autres lectures qui n'ont rien à voir évidemment, ou est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo complète? Dites-le moi dans les commentaires, surtout, ne vous gênez pas, c'est fait pour ça. Et voilà, cette chronique est maintenant terminée, je vous embrasse très fort sur le bout du nez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, et si vous avez découvert ma chaîne avec cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à commenter, à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Première chronique, beaucoup de boulot, mais beaucoup de passion, donc ça a été vraiment un plaisir de vous proposer cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures. Je vous en souhaite de très belles. Gros bisous sur le bout de la truffe et à bientôt. Ciao. C'est une belle courge, hein.